Binge Audio. Au vieux pays de mes pères, épisode 3. Sous le grand soleil, la ville était d'une gaieté bariolée pleine d'entrain et de mouvement. Les rues débordantes d'une foule exaltée, remuante, que traversaient à toute allure les jeeps des Américains. Il y avait partout des drapeaux aux fenêtres et de grandes inscriptions sur les murs et sur les panneaux des boutiques où les partis de la collaboration avaient eu leur siège. De temps en temps, on voyait passer des prisonniers. Dans une petite rue, toute une foule stationnait et l'on se passait de main en main des photos trouvées dans une maison abandonnée par les Allemands. Des groupes de jeunes gens sans veste, les manches retroussées, parcouraient la ville, armés de ciseaux et de tondeuses. Il était déjà 4 heures de l'après-midi au moins, quand je vis un attroupement. 2 patriotes armés de fusils venaient d'arrêter quelqu'un qu'ils emmenaient. La foule suivait en criant. Devant sa porte ! Tombez-la devant sa porte ! J'entendis qu'il s'agissait d'une vieille fille. La vieille fille marchait en avant, entre ses 2 gardiens. Elle était grosse, molle, fort laide, autant que je pus m'en rendre compte, fort malatifée, grisonnante. Les gens disaient que c'était une baroque, connue pour telle, qu'elle se payait des amants, qu'autrefois elle allait de temps en temps à Paris pour cela, et qu'elle avait trouvé que les Boches étaient beaux garçons. Seulement, elle n'aurait pas dû dénoncer les résistants. C'était ce qu'on l'accusait d'avoir fait, et voilà pourquoi elle marchait à présent entre 2 gardes. Elle portait un grand chapeau noir, un manteau noir flottant. On eût dit la silhouette de quelques vieux curés déchus. La foule la conspuait. Devant sa porte ! Sur une chaise, là, comme tout le monde ! La conduite ne fut pas très longue. La vieille fille habitait à quelques centaines de mètres du point où on l'avait arrêtée, et bientôt on la vit debout, le visage couleur de plâtre. Un demi-cercle se formant autour d'elle. La chaise arriva comme par miracle, à croire que dans la foule, quelques comparses en tenaient une toute prête. La vieille fille ne s'assit pas tout de suite. Elle resta debout, bien en vue. La foule se taisait. Alors elle se mit à ôter son chapeau. Or, elle portait les cheveux longs, une maigre chevelure grisonnante, ramenée derrière la tête en chignon. Il fallut d'abord qu'elle ôtât de ses cheveux les épingles. On assista à la série des gestes paisibles d'une vieille femme qui défait sa coiffure avant de se mettre au lit. La foule se pressait, voulait voir, mais elle disparut à la vue une fois assise et on se bouscula. Vieille putain ! Tiens, vas-y bien rat ! C'était un homme d'une 50aine d'années, en complet bleu, coiffé d'un chapeau vert. Il se haussa sur la pointe des pieds. Combien t'en as fait tuer de patriotes ? Hein, dis-le combien ? J'entrevis le petit tremblement des mâchoires qu'imprime à un visage la haine meurtrière. Il voulait fendre la foule, s'approcher de la patiente et la frapper. Il répéta. Combien ? Mais dis, combien ? Son appel au sang resta sans écho. Les gens avaient l'air de trouver la scène plutôt comique. Des rires d'une abominable franchise accueillaient la chute sur le trottoir de chaque touffe de cheveux. Quant à la patiente, elle penchait la tête, obéissait docilement à la main du jeune gars qui l'attendait. Elle était blême, mais n'avait pas un tremblement. Je ne vis pas son regard. Une voix de femme s'écria. Elle aura une crise de larmes avant la fin. Une voix d'homme. Une tête de bagnard. Rien ne peut donner une idée du silence qui suivit cette exclamation. Labyrinthe, Louis Guillou. L'épuration est une œuvre de salubrité publique, indispensable à la rénovation comme à la révolution nationale. Il faut qu'elle soit faite et sans faiblesse comme sans pause. La justice l'exige, la sécurité et la paix sociale l'ordonnent. Mais une autre épuration s'opère, qui n'est pas l'épuration. Il faut que cessent ces arrestations qui ne font que nuire et discréditer l'esprit résistant. Aucune faiblesse pour les traîtres. Nous l'exigeons de toutes nos forces, mais nous demandons que soient épurés les épureurs,
qui ne sont pas suffisamment qualifiés pour ce genre de travail et qui portent un si grand préjudice à l'union nécessaire de tous les Français. Il faut savoir comprendre pour juger. Il n'y a plus de place en France pour les mesquineries, les saletés et les crimes de l'Ancien Régime. Le climat pour le peuple tout entier doit être celui de la confiance dans le redressement national. J'ai tout trouvé. Ah, c'est super. Ouais. Donc d'abord j'ai trouvé sa fiche d'arrestation et j'ai eu son dossier. Tout son dossier. Tout. C'est chaud. En gros, il a passé 3 mois en prison parce que ils ont été accusés, la famille, d'avoir vendu du pain aux Allemands. Sans ticket, en dehors des clous, quoi. Et d'avoir été trop sympa avec les Allemands. Donc il y a tout, il y a des PV de quand il est interrogé par les flics et tout. Il y a tout. Aujourd'hui, 3 février 1945 à 16h30, nous, sous-signés Lemaitre Yves et Henri Alexandre, gendarmes à la résidence de Saint-Paul-de-Léon, département du Finistère, revêtus de notre uniforme et conformément aux ordres de nos chefs, rapportons ce qui suit. Demande de renseignement de monsieur le préfet de la Libération, 2e bureau, en date du 25 janvier 1945. En visite dans la commune de Roscoff, recevons les déclarations suivantes. À son domicile, monsieur C.I.T. Célestin, président de la délégation spéciale de la commune de Roscoff, connu de nous, déclare. Je ne suis pas sans connaître la part de collaboration qu'a pris le boulanger Cabioche Mathieu de Roscoff durant l'occupation allemande. Dans son commerce, on pouvait voir très fréquemment la présence de militaires allemands, ceci peut-être en raison que le comptoir était tenu par 2 de ses filles. Was wollen Sie? Brot, vielleicht? Il est de notoriété publique que Cabioche a vendu du pain aux militaires allemands durant leur séjour à Roscoff. Et ceci, à mon avis, non dans un esprit de lucre, mais par bêtise. Cabioche travaille, en plus de sa boulangerie, une petite ferme. Cet homme approuvait pleinement les agissements du gouvernement de Vichy et avait confiance au maréchal Pétain, sans que pour ma part, je l'ai entendu exercer une propagande quelconque. D'ailleurs, cet homme n'en est pas capable en raison du peu de considération qu'il avait dans la localité, et en plus de cela, il est atteint de surdité. L'intéressé ne cachait nullement son esprit de collaboration, et souvent, on pouvait le voir promener des soldats allemands dans la voiture qui lui servait pour faire ses courses. En raison de tous ces faits, que je viens de vous citer, j'ai même fait le nécessaire auprès du préfet de la Libération pour l'internement de Cabioche. Témoin. À 18h, à l'abri du marin à Roscoff, monsieur Lebras, Louis, commis boulanger, demeurant rue Amiral Courbet à Roscoff, né le 4 avril 1913 à Lampol-Guimiliau, Finistère, de Auguste et Marianne Abgral, connus de nous, déclare. J'ai été employé à la boulangerie Cabioche, rue Gambetta à Roscoff, de juillet 1937 jusqu'en septembre 1939, moment où j'ai été mobilisé. Depuis ma démobilisation en septembre 1940, jusqu'au jour de mon départ de chez mon ancien patron, j'ai été navré de voir la manière de faire de la famille Cabioche. À la boulangerie, les Allemands étaient reçus avec une grande amabilité. Tout était fait à la maison pour leur plaire. Quand on faisait des crêpes, ils se présentaient à la cuisine où ils pouvaient à leur gré faire de bonnes ventrées. À l'époque, le ravitaillement en pain pour la population civile de Roscoff était restreint. J'ai vu garder du pain en réserve pour des militaires allemands, principalement les petits pains d'1 livre, dont la forme correspondait à la musette des soldats. À différentes reprises, j'ai entendu dans cette maison des conversations de famille où la qualité du soldat allemand était mise en valeur, jusqu'au point de diminuer le soldat français, disant que les militaires français et alliés étaient des lâches en comparaison de nos ennemis Boche. Je suis persuadé que ce n'est pas dans un esprit de lucre que Cabioche a agi de la sorte, même au contraire. Il perdait de la clientèle par sa manière de faire. À mon avis, il croyait à la victoire allemande et faisait tout son possible pour la circonstance. Persiste et signe. En fait, la première sanction de la préfecture, c'est fermeture administrative de la boulangerie pendant 3 mois. Et t'as le préfet qui demande, chez la note, au maire de Roscoff, si en termes d'approvisionnement de la population, ça va pas poser un problème. Cabinet du préfet, Quimper, le 15 janvier 1945. Le préfet de la Libération,
à monsieur le maire de Roscoff. Sur avis de la commission consultative des internements, j'ai décidé la fermeture du magasin de monsieur Cabioche Mathieu, boulanger à Roscoff, pour une durée de 3 mois. Je vous serai obligé de bien vouloir me donner votre avis sur l'opportunité de cette mesure au point de vue du ravitaillement de la population. Pour le préfet, le chef de cabinet. En réponse à votre note du 15 janvier courant, 6 jointe, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai réuni le comité d'épuration et consulté les boulangers. D'un commun accord, nous avons jugé que la fermeture de la boulangerie Cabioche pour 3 mois serait inopérante et se retournerait contre la population. Les 2 autres boulangeries sont débordées et éprouvent de très grandes difficultés pour leur ravitaillement en fagots. Mais nous tenons à ce qu'une sanction soit prise contre cette maison. Donc nous proposons l'internement pour 3 mois du propriétaire, monsieur Cabioche Mathieu du Verger. Puis agréer, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le président de la délégation spéciale, Célestin Seité. Nous, sous-signés Galoupière et Jaffrezou-Pierre, gendarmes à la résidence de Saint-Paul-de-Léon, département du Finistère, revêtus de nos uniformes et sur ordre de nos chefs, rapportons ce qui suit. En visite dans la commune de Roscoff, porteur d'un arrêté d'internement décerné par monsieur le préfet de la Libération du Finistère contre Cabioche Mathieu pour avoir tenu en public des propos pro-allemands et de trafic intense de pain avec les Allemands au détriment de la population et prévoyant son internement au camp de Saint-Pabu pour une durée de 3 mois. Nous nous mettons à la recherche de cet homme et le découvrons à son domicile. Après nous être assurés que l'arrêté s'appliquait bien à lui, nous lui en donnons connaissance et il nous déclare: l'arrêté dont vous êtes porteur s'applique bien à moi. Il signe. Nous déclarons à Cabioche que nous l'arrêtons au nom de la loi. Fouillé en l'absence de témoins, il n'a été trouvé porteur d'aucun objet susceptible de lui être retiré. Nous le conduisons à la chambre de sûreté de notre caserne en attendant son transfèrement au camp de Saint-Pabu. Une lettre, ça c'est ouf. Une lettre de Marianne, de mon arrière-grand-mère, au ministre de l'Intérieur pour demander la libération de Mathieu. Monsieur le ministre, je viens solliciter de votre haute bienveillance l'examen de la situation de mon mari, monsieur Cabioche Mathieu, boulanger, rue Gambetta à Roscoff, qui vient d'être interné pour une durée de 3 mois dans un camp de concentration à Saint-Pabu, par ordre de monsieur le préfet du Finistère. Je me nomme Cabioche Mathieu. Je suis né le 15 janvier 1894 à Roscoff. Je suis marié, père de 10 enfants vivants. Il nous a été signalé que mon mari avait été arrêté pour des propos que j'aurais, paraît-il, tenus moi-même et qu'il aurait été considéré comme pro-allemand. Au surplus, j'aurais été accusé d'avoir fait un trafic intense de pain avec les Allemands. Au sujet de la boulangerie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma femme s'en occupait avec mes filles. Je ne crois pas qu'elles aient ravitaillé les Allemands en pain sans ticket. Pour ma part, je n'ai jamais ravitaillé les Allemands en pain. Je n'ai jamais fait de propagande pour le régime de Pétain. Ma surdité m'empêchait de discuter. Mes relations avec les Allemands ont été forcées. Je tiens à protester contre ces 2 accusations. Si comme beaucoup d'autres, j'ai arboré la photographie du maréchal Pétain, je n'ai jamais fait de politique active. Et mon mari, autant que moi, s'est abstenu de tout commentaire sur la politique de collaboration. J'ai servi des militaires allemands dans la mesure où ils me fournissaient des tickets, car je n'avais pas le droit de leur refuser. Mais j'ai évité toute autre relation avec eux. D'autre part, j'ai également, toujours sur ordre de la mairie, été obligé de transporter de l'eau aux troupes d'occupation parce que je possédais un tonneau. J'ai perdu beaucoup de temps à ces services qui ne m'étaient pas payés en conséquence. Tout le travail que j'ai fait pour les Allemands, je l'ai fait parce que je ne pouvais pas me dérober, étant réquisitionné. Dans mon cas, comme beaucoup d'autres qui sans doute vous ont également été soumis, il y a à la base uniquement la malveillance de quelques personnes que je soupçonne, sans avoir cependant la moindre certitude. Je suis victime de jalousie. Mais à supposer que les propos que l'on me reproche aient été tenus,
Ce n'est pas mon mari qui les a tenus. Et jusqu'ici, il n'est pas usage de punir un innocent pour des faits qui accuseraient l'un de ses proches. Je n'ai jamais collaboré avec les Allemands. Chaque fois que les Allemands sont venus chez moi à la ferme, ils avaient un ordre de réquisition. De plus, je vous ai précédemment signalé que mon mari est père de 10 enfants. Nous en avons même eu 12. Il nous en reste 10 que nous avons élevés en bon français. J'espérais qu'à une époque où le gouvernement demande tant aux familles et leur promet tant de secours, cette qualité de père de famille très nombreuse aurait servi à valoir à mon mari une certaine considération. Je n'ai jamais été librement à leur disposition et je n'ai jamais conversé sur des questions politiques avec qui que ce soit. Je suis convaincue, monsieur le ministre, que ces seules considérations vous suffiront à demander un examen nouveau de la situation de mon mari. Et je vous supplie de vouloir bien faire le nécessaire en toute urgence. Je n'ai jamais fait de mal à des Français. Je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'expression de mon respectueux dévouement. Madame Cabioche. Et tu sens quand tu lis les lettres de dénonciation, parce qu'il y en a pas mal, quelques-unes, tu sens entre les lignes qu'on reproche à ces filles d'avoir fricoté avec les Allemands. C'est clairement, enfin c'est pas écrit comme ça, mais elles sont dégueulasses les lettres, c'est chaud. C'est pour ça que je suis un peu secoué, je pense. Ça sent vraiment le règlement de compte. C'est hyper dur à lire. Je sous-signais déclare sur l'honneur. Les familles Lelez, Quincaillier et Cabioche, boulanger, amis des Allemands d'une façon révoltante et scandaleuse, par leurs continuels et multiples témoignages d'amitié, les recevant beaucoup chez eux, leur faisant fête, les Cabioches par-dessus tout, les jeunes filles, ne craignant pas d'étaler leurs sentiments amicaux, attaquant sans cesse les Anglais, ont été jusqu'à se réjouir d'avoir vu un jour un avion anglais tomber en flammes et frapper des mains en disant « En voilà un de moins ». Je vis des jeunes filles de Roscoff prendre leur bain et s'amuser avec des Allemands qu'elles semblaient fort bien connaître. Parmi ces jeunes filles, j'en connaissais 4, dont 2 demoiselles Cabioche, fille aînée de Mathieu Cabioche, boulanger à Roscoff. J'ai vu Cabioche avec des voitures de pain allant vers Saint-Paul, alors que la population n'en avait pas du tout. Dans leur colère, monsieur et madame Cabioche ont crié à plusieurs reprises « Vive Pétain ! Et toujours pour Pétain !» Sont accusés par tout le monde. 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 D'avoir pour la vente du pain favorisé les Allemands et privé les Français. La famille Cabioche a toujours été une famille de grands collaborateurs. J'ai toujours été une famille de grands collaborateurs. Mais ce qui est fou, c'est qu'à aucun moment il est question de nationalisme breton, de régionalisme et tout. Non. Je me demande pourquoi l'histoire des Brézatao, de la collaboration bretonne et tout, c'est invité dans tout ça. Est-ce que c'est un truc qu'ils se sont racontés après pour mettre à distance tout ça, pour se dire que finalement c'était parce que c'était un truc idéologique, quoi. Que c'était parce qu'ils avaient des idées, ils défendaient des idées et donc ils ont été punis pour leurs idées, pas juste parce qu'ils vendaient du pain, quoi. C'est triste et un peu injuste, quoi. Donc pour mettre à distance ce côté injuste, est-ce que c'est pour ça qu'ils se sont racontés cette histoire-là ? Je sais pas en fait.